Alors, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois à cette soirée rencontre sur le deuil. On vous remercie d'être avec nous. On est très heureux de vous retrouver. D'une autre façon, on aimerait mieux vous y voir en personne, mais bon, comme comme ça va de soi de trouver des façons différentes d'être avec vous, alors on a trouvé cette façon-là par le web et à tout le moins, ça nous réconforte de savoir et de vous savoir là et de savoir que vous partagez cette soirée-là avec nous. On espère que tout le monde va bien dans les circonstances et j'en profite pour offrir à tous ceux qui ont vécu des deuils récents ou nos plus sincères condoléances et on souhaite avec tout notre cœur que cette soirée-là, comme tous les autres, pourra vous aider, enfin vous apaiser et amener un peu de réconfort. On sait que c'est pas facile dans ces temps-ci, on voit pas beaucoup de gens, tout est limité, mais bon, soyons positifs et on essaie enfin, on espère que ça pourra vous apporter quelque chose de positif. Alors, merci encore et bienvenue. C'est notre dernier rendez-vous de soirée sur le deuil, notre dernier rendez-vous avant l'été, bien sûr, mais comme vous le savez déjà, ou vous l'apprends peut-être pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aussi retrouver des capsules web qu'on a fait de façon qui sont préparées par Joanne de Montigny avec ou sans invité, mais le but étant de vous retrouver, de vous offrir d'autres outils. Et c'est déjà en ligne, tout comme les soirées de ce soir sont en ligne, la soirée et d'autres qu'on a fait les deux dernières fois en web. Et il y a des capsules, ce que je vous disais il y a quelques secondes, des capsules web qui, sur la thématique du deuil, bien sûr, qui sont là, quelques-unes. D'autres viendront et au courant de l'été et on aura le plaisir de vous retrouver début septembre. Souhaitons-le peut-être en personne ou sinon autrement, à tout le moins sur le web. De toute façon, la meilleure façon de nous joindre, de voir ce qu'on prépare pour vous, il y a des séries de concerts tout l'été, c'est commencé aussi. Alors, notre lieu de rencontre, c'est le site web pour l'instant, jusqu'à temps qu'on ait mieux à vous offrir. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanne de Montigny. Pour ceux qui sont avec nous nouvellement, là, qui ont jamais participé à nos soirées, Joanne de Montigny est psychologue, elle est auteure, elle est conférencière et on a l'immense privilège au Repos Saint-François d'Assise qu'elle collabore avec nous depuis 2015 quand même. C'est dans la 5e année où Joanne nous aide nous aide à vous aider finalement à fabriquer des textes, des outils, des soirées comme ce soir et c'est vraiment très précieux. J'en profite d'ailleurs pour la remercier infiniment en mon nom personnel, au nom de toute l'équipe du repos et bien sûr en votre nom parce qu'on sait, on reçoit beaucoup de vos courriels ou de vos appels, vous appréciez le travail de Joanne et de ses collaborateurs tristes et voilà, merci beaucoup. Donc, vous n'êtes pas là pour m'entendre, je cède la parole à Joanne qui, à son tour, va nous présenter son invité de ce soir. Alors, bonne soirée et vous savez que tout au cours de la présentation, là, vous pourrez noter si vous avez des questions et à la toute fin, il y aura une période de participation, une période où vous pourrez poser des questions. Si vous êtes devant votre écran, vous remarquerez que du côté gauche de votre écran, il y a une boîte de conversation, de chat. Alors, c'est sur cette boîte-là on peut vous lire et on va retransmettre à Joanne et son invité de ce soir les commentaires ou les questions. Et de toute façon, Joanne vous indiquera quand le moment sera venu. Donc, Joanne, à toi. Oui, à moi aussi de dire merci Alain de nous permettre ces soirées par rencontres virtuelles, mais qui sont aussi importantes que quand on est là en personne. Je salue tous ceux et celles qui se joignent à nous ce soir pour vraiment accueillir mon invité que je vais vous présenter. Et ce sera, je suis certaine, une dimension très dynamique de nos rencontres ce soir, avec, dans un premier temps, euh, une présentation directe de Sophie Chartrand. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'elle fait, chère Sophie, de ce temps qui nous est donné
même en confinement, je pense qu'elle ne cesse pas d'exercer son travail. Alors, Sophie Chartrand, elle a un bureau, d'abord elle est travailleuse sociale, elle a un bureau privé où elle reçoit une clientèle là-bas, à Prévost, hein, c'est presque au début du Nord, on pourrait dire, hein, des Laurentides. Et puis, Sophie a été, pour ceux qui la connaissent, directrice générale de la maison Montbourquette, qui malheureusement n'existe plus comme telle. Elle a été là pendant 12 ans. Alors, c'est là, moi, surtout aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer Sophie et de partager des réflexions, puis des moyens de soutenir les personnes en deuil et les gens qui travaillent aussi autour d'elle. Elle est présentement vice-présidente du CA, de la Maison des Tournesols, si vous connaissez. C'est pour et les tout-petits, et les plus jeunes, et les moins jeunes, et les familles qui vivent des deuils. Alors, ça, c'est quand même un très beau rôle que Sophie soit sur le conseil. Et elle m'apprenait aussi qu'elle est sur le CA de Paliaco, que je ne connaissais pas. C'est dans les Laurentides et on s'occupe là d'accompagnement en fin de vie et on s'occupe aussi des personnes en deuil. Bon, en plus, même si elle est toute jeune et toute belle et toute fraîche, eh bien, vous voyez, ça ne fait pas vieillir, elle a 2 beaux enfants. Donc, sa vie n'est pas du tout plate, comme on l'entend. Et puis, ce soir, elle nous propose ce très beau titre, « À qui parler quand tout le monde est confiné ». Chère Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation. On écoute votre présentation et on revient ensemble tout à l'heure, dès que vous avez terminé. Merci beaucoup, Joanne, pour cette belle présentation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir et je vous avoue avoir eu une montée d'adrénaline parce que j'ai eu des problèmes techniques et je n'étais pas en mesure de me connecter. J'ai eu très peur de ne pas être capable d'être avec vous. Donc, finalement, on a trouvé une solution et puis vous êtes là avec moi sur le cellulaire, finalement. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie à la fois M. Chartier et Joanne de m'avoir invitée premièrement ce soir. Et je vous remercie pour cette belle confiance qui me touche profondément. Donc, Joanne a eu l'occasion de travailler ensemble à la Maison Montbourquette. Joanne était notre superviseur et elle sait à quel point j'ai à cœur les personnes endeuillées. Dans le cadre de ma pratique professionnelle, mais aussi depuis, moi, je suis travailleuse sociale de formation et j'ai fait une maîtrise principalement sur le deuil et sur la pertinence de l'intervention de groupe en contexte de deuil. Donc, je crois profondément aux liens. Je crois profondément, et à la Maison Montbourquette, on avait eu la possibilité de développer plusieurs types de groupes. Donc, peut-être ce soir, certains d'entre vous avaient eu l'occasion de participer à ces groupes. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres organismes aujourd'hui qui offrent des groupes de soutien. Et bref, je crois beaucoup à l'importance d'aller chercher de l'aide quand on est en deuil. Et permettez-moi tout d'abord de commencer cette présentation en reprenant les paroles de Stéphane Laporte, qui a écrit une chronique le 16 mai dernier dans la presse, une chronique qui s'intitule « La peine », qui dit « Des âmes fatiguées, il y en a plein en ce moment. Tourner ou faire glisser les pages nécrologiques du journal donne le vertige. Il y a tellement de noms, tellement de visages, tellement d'existences qui se terminent en 2020. Le récit d'une génération se transforme en épitaphe. Et pour chacun de ces êtres, combien de proches abandonnés. La peine de ces milliers de gens, on ne l'entend pas. Leurs larmes sont trop discrètes, trop sincères pour passer par-dessus le tumulte de nos humeurs quotidiennes. Donc, c'est un peu l'objectif de ce soir, de vous entendre, de laisser couler ces larmes ou de parler de l'expérience que vous vivez. Et Joanne et moi, on discutait ensemble au début de la pandémie et
on réalisait à quel point que c'était pas facile de vivre un deuil dans ce contexte actuel. C'est un peu le but de cette soirée, de prendre un temps de réflexion et un temps d'échange autour de votre expérience dans ce contexte de pandémie, à quoi peut ressembler vivre un deuil. Et voilà. Parce qu'on sait que le deuil, c'est une expérience douloureuse. Le mot deuil comme tel vient du mot latin dolor, qui signifie douleur. Donc, clairement que vivre un deuil, c'est vivre cette douleur-là. Et de vivre cette douleur dans le contexte actuel, ça prend du courage et ça prend aussi des ressources à l'intérieur de soi parce que c'est une période où là, il y a un déconfinement progressif qui arrive et on est bien heureux de ça, mais ça prend ce recul à l'intérieur de soi. Le deuil, c'est presque un confinement. Quand on vit un deuil, c'est tout un mouvement intérieur qui est là. C'est une période d'adaptation à une perte significative, évidemment, qui est en fonction du lien d'attachement. Si je perds une personne avec laquelle j'étais très attachée, qu'est-ce qu'elle représentait, cette personne-là, pour moi? Ça va parler du deuil à vivre et de l'intensité de ce deuil-là. Et vous dire aussi que le deuil, c'est un processus normal. Souvent, on a tendance à pathologiser le deuil, mais c'est normal de vivre un deuil. C'est normal de souffrir quand on est en deuil. Et des fois, les personnes endeuillées que j'ai rencontrées se sentent un peu à l'écart. Ils ont l'impression d'être un peu à contre-courant de la société. Moi, comme travailleuse sociale, j'ai beaucoup à cœur comment la personne vit le deuil individuellement, mais comment on traite le deuil dans notre société. Puis on est dans une société habituellement où il faut rapidement tourner la page, dans la performance, etc. Fait que peut-être la période de recueillement, de confinement, oui, puis qui est peut-être propice au recueillement, puis à certaines remises en question. Certaines remises en question par rapport à notre rythme, par rapport à le deuil demande un rythme beaucoup plus lent qui est propre à chacun. Et Christophe Fauré, qui est un psychiatre français que j'estime beaucoup, probablement que Joanne est d'accord avec moi, il fait la comparaison avec le deuil qui est un processus de cicatrisation psychique. C'est une douleur que j'ai, c'est une blessure que j'ai qui, avec le temps, va se cicatriser en fonction des soins que j'y apporte, en fonction de toute l'attention que je vais apporter à cette blessure. Donc, comment cette attention que je vais porter à cette blessure est influencée par le contexte social actuel de pandémie. Moi, je pense qu'il y a eu des bonnes choses dans ce contexte, du fait qu'on parle beaucoup plus de la mort et du deuil sur la place publique, chose qu'avant, c'était plutôt tabou, on n'osait pas. La mort existe depuis toujours, évidemment, mais ça ne faisait pas les manchettes, puis c'est très rare qu'on dénombrait le nombre de décès au quotidien dans les médias. Mais la mort existait, mais aujourd'hui, il y a une attention particulière. Donc, on en parle davantage, on parle de la mort et du deuil sur la place publique. Ça allait apporter une conscience de la réalité de la mort qui frappe à nos portes. Comme si tout d'un coup, on réalise qu'on n'est pas immortel. Alors qu'avant, vu qu'on était davantage dans le déni, on vivait comme si on était immortel et que nos proches l'étaient aussi. Là, on est un peu plus fragilisé et conscient de cette possible réalité. Et un des défis de taille, puis Joanne, vous serez sûrement d'accord avec moi, que c'est comme si le temps précieux de la fin a été escamoté. Avec justement la pandémie, les mesures extrêmes dans les hôpitaux, dans les CHSLD qui interdisaient les visites, etc. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts seuls, donc et que les proches ont été privés d'accompagner, d'être là dans les derniers moments. Certaines personnes ont eu l'occasion, mais d'autres non. Fait que ça, c'est particulier à notre contexte social actuel avec la pandémie. Et un des défis de taille, c'est que les personnes endeuillées ils ont été privées du soutien social habituel en raison du confinement. On sait que quand on vit un deuil, on a besoin du tissu social, on a besoin de le vivre ensemble, de se rassembler dans la communauté. Et là, c'était pas possible. Là, je crois qu'il y a certaines funérailles qui peuvent reprendre tout doucement. Je suis au courant des dernières
des dernières consignes du gouvernement à ce sujet, mais je pense que ça va reprendre tout doucement. Mais quand même, il y a eu plusieurs semaines qu'il n'y a pas eu cette possibilité de se rassembler pour pleurer la mort ensemble d'un être cher. Il y a aussi le fait que l'entourage, et moi, c'est ce qui me rendait sensible un peu, c'est que l'entourage est débordé émotionnellement aussi par la crise. Souvent, plusieurs personnes sont anxieuses, ils ont perdu leur emploi, ils ont les enfants temps plein à la maison. Ça fait en sorte que moins disponibles. Et souvent, les personnes endeuillées, ce n'est pas les gens qui cognent à la porte et qui osent nommer au grand jour leurs besoins. Hein? C'est pas facile pour ces personnes en deuil, puis je sais pas, vous à la maison, si ça a été une réalité, mais d'oser demander de l'aide, même si mon ami a perdu son emploi, ben, d'oser moi aussi exister dans cette peine-là. Donc, j'ai l'impression que certaines, en tout cas ceux à qui j'ai parlé, certaines personnes, c'était difficile pour eux d'avoir recours à leur réseau parce qu'ils ne voulaient pas devenir un fardeau, ils ne voulaient pas déranger les autres. Évidemment, j'en ai parlé, une des conséquences, c'est que les rituels funéraires étaient sur pause. Donc, c'est pas parce que les rituels funéraires sont sur pause que le deuil l'est pour autant. Hein? C'est comme si là, le deuil est vécu dans la plus stricte intimité et ça va être très important de reprendre ces rituels-là, de les reprendre collectivement pour honorer collectivement la mémoire de nos défunts et marquer le deuil aussi pour les personnes en deuil. Est-ce que vous me direz si je ne parle pas assez fort? Joanne, vous allez me dire? Oui, pour le moment, en tout cas, de mon côté, ça va très bien. Je suis ça religieusement. Donc, quels sont les impacts possibles pour les personnes endeuillées? Puis c'est là que vous aurez l'occasion de nous le dire. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez moins vous identifier. Et puis peut-être que d'autres choses, vous allez justement vous reconnaître. Fait que vous aurez l'occasion de nous le dire à la fin, de nous partager comment vous avez vécu cette période de confinement en étant en deuil. Est-ce que vous en avez souffert? Est-ce qu'au contraire, vous avez eu un rapprochement avec certains proches? Donc, toutes les expériences sont variées aussi. Donc, le processus de deuil reste le même, évidemment, qu'on soit en confinement ou pas, mais il y a un peu plus d'obstacles. Il y a un risque d'isolement social, évidemment, mais un isolement émotionnel supplémentaire en raison du confinement, puis en raison du manque de contact humain qui est si précieux en période de deuil. Il y a aussi un mouvement de solidarité et de compassion dans les médias qui parle pour les endeuillés, surtout ceux qui sont endeuillés suite à la COVID. Donc, peut-être que ça peut apporter un certain baume à notre expérience de savoir que le Québec est derrière nous aussi, ce mouvement de solidarité et de compassion. Mais par ailleurs, moi, mon inquiétude, c'était aussi, mais on peut oublier la souffrance des personnes endeuillées avant la COVID. Hein? Ceux que ça fait 6 mois qui sont en deuil en ce moment, c'est sûr que des fois, c'est pas les premiers mois que c'est le plus souffrant quand on est en deuil. Au début, on est sous le choc, il y a le déni, c'est pas là que c'est le pire. Hein? Souvent, c'est plusieurs mois plus tard. Et c'est peut-être là que les gens ne sont pas au rendez-vous en ce moment avec tout le tsunami qui s'est passé. Donc, il y a peut-être un risque d'oubli. Vous me direz si c'est l'expérience que vous avez vécue. Il peut y avoir plusieurs sentiments aussi pour ceux qui n'ont pas pu accompagner leurs proches ou qui ont été privés des rituels funéraires. Peut-être que certaines personnes peuvent se sentir impuissantes, qui ont de la culpabilité, des regrets par rapport aux derniers moments, de la colère par rapport au contexte aussi de privation, hein, au règlement qui était assez strict lié aux circonstances du décès. Il peut y avoir de l'anxiété aussi lié au fait de perdre d'autres personnes significatives. Est-ce que d'autres proches, parce que quand on vit un deuil, c'est une blessure d'attachement, donc est-ce que je suis capable de m'attacher à nouveau? C'est pas facile de s'attacher aux proches qui sont déjà là. Il peut y avoir de l'anxiété de est-ce que je vais perdre à nouveau? Est-ce qu'ils vont contracter la maladie? Est-ce que moi, je peux contracter la maladie? Donc, tous ces sentiments-là peuvent coexister ensemble.
Puis, je pense qu'il peut y avoir aussi, quand on vit un deuil, hein, la première année est marquée par beaucoup de premières fois sans l'être cher, de première fois sans l'autre. Et c'est une réflexion, je ne sais pas, mais comment ça peut se vivre dans cette première année de confinement où il n'y a pas beaucoup de premières fois. On peut pas se souvenir de l'année passée à pareille date, on a fait ça, puis on est allé là, puis tel restaurant ou telle chose. Fait que c'est comme si la société, elle est sur pause, je ne sais pas comment dire, mais il peut y avoir, Joanne, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'écoutais puis je disais oui, c'est comme ça, la société est sur pause, elle est vraiment isolée, hein, la société. Oui, exact. Donc, la perte de repères par rapport à tout ça et la perte de repères par rapport à l'absence de rituels. Parce qu'on sait que les rituels avaient une certaine fonction et ont une certaine fonction. Je parle au passé, mais ils vont revenir, ces rituels. Donc, ces rituels funéraires qui permettent de reconnaître la réalité de la perte. Déjà, tu sais, c'est de prendre acte du décès, de reconnaître, de voir la personne décédée. C'est une façon d'entrer dans le deuil. Hein? Et les rituels permettent aussi d'honorer la mémoire du défunt, de célébrer la vie de cette personne-là. Et ça, c'est pas facile actuellement. On n'a pas l'occasion de le faire comme on le faisait avant. Les rituels, ils permettent aussi de favoriser l'expression émotionnelle, de permettre aux endeuillés de pleurer, d'exprimer leur vécu émotionnel lié à cette perte et que la communauté reconnaisse la souffrance vécue, la douleur des proches. Ça, c'est important. Et ça permet de ressouder la communauté, de tisser le soutien social. Et c'est très important, donc, ces rituels-là qui puissent avoir lieu. Mais même si les funérailles sont reportées, le deuil ne l'est pas pour autant. Hein? Donc, c'est important de réinventer des rituels chez soi en attendant. Des rituels privés, comme dans les premiers moments. Il y a quelques personnes qui nous ont rapporté le fait d'avoir vu sur vidéo. Il y a des infirmières qui ont pu capter les derniers moments, qui ont pu filmer, où il y a un membre de la famille qui était autorisé puis qui a pu partager avec d'autres les moments sur vidéo. Ça, c'est vraiment important d'avoir eu accès à ces moments-là. Même si c'est virtuellement, mais quand même, on peut le faire. Et c'est sûr qu'à la maison comme telle, bien, ce temps de confinement permet de préparer les funérailles aussi à venir. C'est important de le faire. Donc, de prendre ce temps-là pour faire le tri des photos, se plonger dans des albums souvenirs, préparer un hommage, écrire un poème, une lettre, une chanson pour exprimer ses émotions et surtout pour témoigner l'amour à l'être cher. C'est vraiment important. Et j'entends un silement, est-ce que c'est moi qui fais ça? Excusez-moi, là, c'était mon ordi. Ah, OK. Donc, c'est bien, Joanne, j'ai l'impression qu'on est juste ensemble. Ça réduit le stress. Je vous imagine juste vous et moi en ce moment. Ah, mais il y a plein de monde avec nous. On s'ennuie de voir leur visage. Oui, j'aurais vraiment aimé. C'est un défi pour moi de faire cette conférence sans voir, parce que d'habitude, sur Zoom, on voit les gens, puis là, j'ai l'impression que c'est un peu irréel de le faire, mais je vous imagine en tout cas. On est bien présent quand même avec vous. Oui. Donc, pour ceux qui vivent le deuil au quotidien aussi, peut-être que d'avoir un rendez-vous réconfortant avec soi, puis avec l'être cher, à la maison, d'aménager un espace de recueillement à la maison avec une photo, une chandelle, une musique significative, des moyens pour instaurer un dialogue silencieux avec l'être cher. Je pense que ça peut être réconfortant. Et de souligner les dates anniversaires autrement. Donc, il y en a qui ont souligné le premier anniversaire du décès dans cette période de confinement. Ça a dû être particulièrement éprouvant de ne pas pouvoir se rassembler, de ne pas pouvoir, mais de le faire autrement, de souligner autrement. C'est vraiment important. Et évidemment, quand on vit un deuil, il y a
il y a des bienfaits liés à la solitude. C'est un mouvement d'intériorisation, vivre un deuil. C'est un recul. Hein? On a besoin de replonger à l'intérieur de soi pour retrouver ce lien avec l'être cher. M. Montbourquette parlait beaucoup d'une solitude habitée. Hein, d'une solitude habitée. Et peut-être que, justement, le confinement permet ça. Une présence à soi, une forme d'intimité, un mouvement d'introspection qui est nécessaire au deuil, ce qui est un besoin de recueillement, un silence intérieur, une occasion de m'arrêter, de réfléchir à la relation avec l'être cher, d'établir un dialogue avec lui, peut-être d'oser lui dire certaines choses que j'ai jamais osé lui dire. Tu sais, dans le titre de la conférence, à qui parler? Ben, peut-être que l'être cher est la première personne à qui je peux m'adresser. Hein? Dans le silence, dans le recueillement, de lui parler. Comment va ma vie sans toi? Comment ça se passe? De lui dire ce que vous ressentez. Peut-être de reprendre certaines paroles que vous auriez voulu lui dire qui n'ont pas été dites. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais... Moi, je peux vous faire un partage personnel. J'ai perdu ma mère subitement, il y a maintenant 17 ans. Et elle est décédée à 50 ans d'une rupture d'anévrisme au cerveau. Et ça m'a pris plusieurs années à digérer le fait que je ne l'ai pas accompagnée dans ces derniers moments. Je n'ai pas pu lui dire mon amour. Je n'ai pas pu entendre ses dernières paroles. C'est comme si la vie me l'avait volée brutalement. Et avec le temps, avec les soins que j'ai mis à ma blessure, j'ai réalisé que j'ai pu lui dire. Hein? C'est sûr que j'aurais voulu lui dire en personne, mais ça n'a pas été possible. Mais ça m'a fait tellement de bien de pouvoir le dire à ma façon, de reprendre ces derniers mots. Donc, peut-être que la solitude peut vous permettre ça aussi, de prendre ce temps d'arrêt, ce temps d'échange avec l'être cher, pour pacifier la relation aussi, puis trouver un certain réconfort. Et Jean Montbourquette nous mettait en garde aussi que oui, il y a une solitude qui est bienfaisante, mais attention à l'isolement, parce que parfois on peut tomber, hein, quand on se sent abandonné, rejeté, incompris, on peut avoir tendance à se couper des autres puis à se refermer sur soi. Et c'est là que ça peut devenir un danger. Hein? Si je me referme complètement parce qu'on a besoin des autres aussi pour avancer dans notre deuil. Puis ça, c'est vous, Joanne, qui avez déjà dit ça. Hein? Vivre un deuil, c'est de faire un pas dans la vie, un pas dans mon deuil, un pas dans la vie, un pas dans mon deuil. Donc, et pour ça, on a besoin du contact avec l'extérieur, avec les autres. Alors, faites attention à l'isolement. Hein? Et il y en a qui vont se fermer aussi parce qu'ils vont avoir peur de perdre à nouveau. Et c'est là le danger. Hein? De rester entre, justement, elle est où la ligne entre trouver la juste place. Et Tanguy Châtel, que vous connaissez bien, Joanne, qui est un sociologue, qui a dit que la mort, c'est une occasion de ressouder les liens avec les vivants. Et c'est peut-être ça le plus gros défi en ce moment, hein, avec la crise actuelle, avec le fait d'être confiné, d'être isolé. Il faut ressouder les liens quand même, parce que la qualité de présence est tellement importante dans le deuil, cette qualité de présence. Et en termes de besoins, hein, quand on vit un deuil, souvent, on a besoin d'être relié encore, d'être relié aux personnes qu'on aime, et là, il faut trouver des façons autres d'être relié. Puis on l'a vu dans les médias, des fois, ça m'a tellement touchée, moi, l'exemple de l'homme qui est allé à la fenêtre, tu sais, de trouver des moyens d'être relié aux gens qu'on aime autrement. On a besoin, quand on vit un deuil aussi, d'être accompagné, pas à pas, dans notre cheminement, sans être brusqué, dans notre rythme à nous. Pas le rythme de la société, mais notre rythme à nous. D'être aussi respecté et accompagné dans notre vécu émotionnel, parce que vivre un deuil, c'est vraiment vivre des montagnes russes. Donc, il y a toutes sortes de réactions, puis il y a plein d'émotions qui peuvent cohabiter à la fois. Et un des besoins fondamentaux, c'est de raconter encore et encore.
Et c'est en racontant, M. Monbourquette disait ça, c'est en racontant l'histoire de son deuil qu'on vit son deuil. Et plus je raconte, plus j'en parle, plus c'est comme si la charge émotionnelle s'atténue. Tu sais, moi, il y a des gens dans mon bureau qui me disent, mon Dieu, mais je vais-tu souffrir comme ça pendant 5 ans, tu sais, puis non, le deuil va évoluer, hein, ça va évoluer, mais ça dépend du soin que vous allez faire. Parce que si vous vous refermez puis vous n'en parlez pas, bien, clairement que la charge émotionnelle reste là. Mais plus je me permets de vivre, d'en parler, c'est comme si l'intensité de la douleur va s'atténuer peu à peu. Et c'est important de pouvoir en parler autour de soi, de raconter les derniers moments, les circonstances du décès. Puis c'est pas de raconter juste une fois. Vous avez besoin de le dire encore et encore. Puis c'est pour ça que ça prend beaucoup de gens autour de vous, hein, qui vont être là pour vous accueillir, puis vous écouter dans ce que vous vivez. De raconter aussi qu'est-ce qu'elle représentait pour vous, cette personne-là. C'est qui vous avez perdu? Elle représentait quoi? Et vous en êtes où aujourd'hui dans votre deuil? Hein? Après 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. J'en suis où maintenant? J'en suis où et c'est quoi mes besoins? Et il y a une citation de Jean Monbourquette qui disait « L'un des aspects les plus insupportables de la blessure, c'est le sentiment d'être seul au monde à porter ce poids. Or, quand tu racontes ton histoire à quelqu'un qui accepte de jouer le rôle de la grande oreille, tu n'es plus seul. Il y a quelqu'un qui partage non seulement ton secret, mais aussi le poids de ta souffrance. » Je trouve que c'est vraiment juste. Alors, à qui parler? Bien, aux défunts. Avec une personne avec qui je me sens libre de m'exprimer en toute confiance et sans jugement, que ce soit un membre de la famille. Des fois, ce n'est pas au sein de la famille non plus, parce que chacun est en deuil aussi. Donc, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, un collègue de travail, un bénévole d'une ligue d'écoute. Moi, j'ai connu des bénévoles extraordinaires. Je les salue d'ailleurs ce soir. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Des bénévoles qui sont là, qui ont à cœur d'être présents sur le plan humain. Ça n'a pas de prix, ça. C'est extraordinaire. Puis il y en a des bénévoles qui sont là pour vous écouter. Il y a des professionnels aussi par moment. Et avec la crise, on s'est réinventé, hein, puis on a développé des groupes de soutien virtuels. Puis d'ailleurs, je salue tout le travail que vous avez fait au repos Saint-François d'Assise, hein, avec les chroniques, avec les rencontres comme ce soir. Donc, il y en a des groupes de soutien virtuels. Paliaco aussi, on fait ça dans les Laurentides, d'offrir un espace virtuel. Puis, comme intervenant, on avait une petite crainte qu'on se disait, je ne suis pas sûre que ça va marcher. Puis finalement, oui, les gens, ils sont là quand même, on se relie et ils connectent avec la souffrance des autres. Puis c'est formidable l'effet que ça peut prendre. Il y a les médias sociaux aussi. Donc, des fois, il y a des gens qui entretiennent la page Facebook du défunt. Et ça peut faire du bien de savoir qu'il n'est pas oublié. Hein, qu'il y a d'autres personnes qui pensent à lui, qui postent des souvenirs ou des photos. Il y a certaines personnes pour qui ça peut avoir un grand bienfait. Et il y a des sites comme Mieux traverser le deuil aussi, le Christophe Fauré, mieuxtraverserledeuil.fr, qui offre des textes, du clavardage, une écoute téléphonique 24 heures sur 24 à travers le monde, pas juste en France. Donc, ils font un travail formidable. Puis, il y a la Gentiane aussi qui offre un forum de discussion. Fait que, il y a beaucoup d'outils comme ça. Puis là, je nomme que ceux-là, mais il y en a d'autres. Parce qu'on sait que le soutien social, c'est un facteur de résilience important. Hein? Donc, moi, je vous dis ce soir, osez demander de l'aide. Ne restez pas seul. Et osez nommer vos besoins. Parce que vous savez, vos proches ne peuvent pas le deviner. Puis vous-même, des fois, c'est difficile parce que d'une journée à l'autre, vos besoins peuvent changer. Hein? C'est important, peut-être même dans une journée, vous vous reconnaîtrez pas. Vous ne vous reconnaîtrez pas. Il y a des moments où vous avez besoin de solitude, puis d'autres moments où vous aviez besoin d'en parler. Fait que les proches ne peuvent pas deviner. Fait que c'est important de le nommer, ça. Quel est votre besoin? Puis, un conseil aussi, que j'aime pas trop donner de conseils, mais de pas, tu sais, quand on vit un deuil, c'est pas facile. On n'a pas vraiment, c'est très énergivore vivre un deuil. Hein? On n'a pas vraiment
l'énergie, le goût. Hein? Fait que c'est sûr que si vous vous demandez « Ah, j'ai pas le goût d'appeler, j'ai pas le goût de... » Parce que ça demande un effort quand même. Puis moi, des fois, je dis aux gens, ben peut-être, demandez pas si vous avez le goût ou si vous avez envie, mais demandez-vous si ça peut vous être utile. Est-ce que ça m'est utile en ce moment d'appeler un ami puis de partager ma souffrance? Puis souvent, ben, on ne regrette pas de le faire quand on sait que ça va nous être utile dans notre processus de deuil. Fait que, tu sais, allez-y à votre rythme, mais attendez pas que le goût soit là parce que ça se peut que ça soit un petit peu long. Alors voilà, Patrick Vinet, hein, que vous avez reçu le mois dernier, qui est un docteur que j'estime beaucoup, a dit que, puis je l'ai mis sur mon site web d'ailleurs, cette citation, « Toute souffrance qui se dit commence à guérir. » Pas rien venant d'un médecin en plus. Donc, c'est vraiment, ça part du pouvoir de la parole. Je vais terminer sur quelques gestes à poser pour s'aider au quotidien. Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi au quotidien, dans le contexte actuel, quand je vis un deuil? Tout d'abord, d'être bienveillant envers moi-même, d'être accueillant envers soi, puis aussi envers les autres, parce que peut-être que si moi, je suis en deuil, ben mon entourage l'est aussi, les membres de la famille, puis chacun le vit différemment aussi. Chaque deuil est unique, chaque réaction l'est aussi. Fait que c'est sûr que ça va demander d'être accueillant envers les réactions des autres, d'être authentique, hein, de dire la vérité à son entourage. Ça donne pas grand-chose de porter un masque et de dire que tout va bien quand ça va pas vraiment bien. Hein, de se donner le droit d'être vulnérable, puis de se donner le droit qu'en ce moment, c'est un moment difficile. Et puis, en ce sens-là, moi, je trouve ça bien, là, ça va bien aller, puis tout ça, ça nous a donné beaucoup d'espoir. On avait besoin de croire à l'espoir dans tout ça, ce mouvement, ça va bien aller. Je me demande comment les personnes en deuil l'ont reçu, ça, parce que ça peut être une pression, OK, faut être dans « ça va bien aller », ça se peut qu'il y a des moments que ça aille moins bien et c'est correct. Hein? C'est vraiment correct. D'oser nommer sa souffrance, ses besoins, ses limites, de respecter son rythme, je vous en ai parlé beaucoup. Et surtout de maintenir des liens avec les personnes que vous appréciez. C'est vraiment précieux. Et là, avec le déconfinement, l'été qui arrive, ben, des fois de se connecter avec la nature, ça peut faire un grand bien quand on est en deuil parce que une grande leçon, hein, que la nature nous enseigne, c'est le rythme. Quand même que je veux faire pousser les feuilles en plein hiver, pousseront pas. Fait que d'accueillir ce rythme lent de la nature, c'est un peu de faire écho à notre processus de deuil aussi, qui va peut-être pas aussi vite que vous voulez. Puis c'est normal. Et certaines personnes vont peut-être apprécier la prière, la méditation, cultiver des petits moments de gratitude en ce moment. Fait que c'est vraiment des petits gestes que je vous souhaite de vivre au quotidien pour mieux prendre soin de vous avec les mois qui s'en viennent, hein, avec l'été qui va être là. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite et je crois que je suis correcte dans mon temps, Joanne. Vous voulez laisser du temps? Absolument. J'aimerais vraiment, vraiment dire un grand merci parce que il s'agit présentement là, d'une conférence brève et complète. C'est l'art de faire le tour d'horizon du deuil en si peu de temps, mais avec les pistes de réconfort et puis des pistes aussi de comment faire. Comment faire? Alors, ce soir, on l'a appris, hein, que même si on ne peut pas, d'ailleurs, j'aimerais ça si Madame la caméraman mettait la caméra sur moi aussi, pas pour que je me voie, mais pour que j'ai l'impression aussi d'être avec l'auditoire et avec Sophie. Si Madame la caméraman pouvait faire ça, ça nous aiderait parce que j'ai été vraiment avec Sophie tout le long et avec toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont certainement se brancher présentement à nous et poser des questions parce qu'en effet, là, on sait qu'il y a des personnes qui vivent des deuils récents, d'autres, et j'ai mis
que vous mentionnez, Sophie, des deuils où ça fait maintenant 1 an, en plein cœur du confinement. Et ça, j'ai eu des personnes qui me l'ont mentionné. Comment c'était difficile de ne pas pouvoir commémorer comme on l'avait souhaité, parce que là aussi, il y a une célébration qu'on aimerait faire ou refaire, et ce n'était pas possible. Alors, il y a beaucoup de souffrance, et puis on est en train d'inventer le plus de moyens possibles. On appellerait ça des moyens de transition, hein? Des transitions jusqu'à ce que les choses soient plus accessibles, hein? Alors, peut-être que Madame la caméraman est absente pour nous brancher ensemble, mais de toute façon, on s'entend. Et cette voix que nous pouvons partager, c'est déjà beaucoup. Alors, peut-être que Alain, que je vois à peine, pourrait déjà nous dire si nous avons reçu des messages. Alors, je vais indiquer à tous que si vous souhaitez vous adresser à Joanne de Montigny ou à son invité, vous devez d'abord écrire votre nom dans la boîte de chat qui est à gauche de votre écran. Et ce n'est que si vous écrivez votre nom que vous pouvez ensuite taper votre message ou votre question. Donc, si vous voulez qu'on la reçoive, on a connu... Non, hein, Alain? Ça peut être tout Oui, simplement... oui, ça peut être votre prénom. Enfin, vous écrivez, on est dans l'anonymat, donc vous pouvez mettre le prénom que vous souhaitez. Mais l'idée, c'est qu'il faut, mécaniquement, il faut faire ça. On s'excuse, on a eu ce soir des petits problèmes techniques. Peut-être que vous nous avez perdus à certaines étapes. J'espère que non. Je sais qu'au niveau du chat, là, ça commence peut-être à entrer. Mais voilà, donc moi j'avais une question pour Mme Chartrand. On a parlé de l'importance de la qualité de la présence dans le deuil, en fait, mais comment traverser cette étape-là quand la présence est absente? Parce qu'on sait qu'avec toute cette histoire de COVID qui est au-dessus de nous depuis plusieurs mois, les deuils sont plus difficiles, bien sûr, et malheureusement, beaucoup de gens se retrouvent sans ces gens-là, sans l'appui. Oui, il y a le téléphone, oui, il y a Zoom, oui, il y a Skype pour certains, mais certains n'ont pas ça. Et même ceux qui l'ont, ça reste que les moyens nous rapprochent, mais en même temps, on sent la distance. On n'a pas la main sur l'épaule de l'autre. Alors, comment voyez-vous ça? C'est effectivement ce qui est le plus difficile en ce moment. Hein? Ce manque de présence, ce manque d'affection, hein? Parce qu'on peut dire quand on est dans un salon funéraire, par exemple, quand on n'est pas capable de dire, de traduire en mots ce qu'on veut dire à l'autre, parce que des fois, il n'y en a pas de mots à dire, bien, qu'est-ce qu'on fait? On les prend dans nos bras, on les serre contre nous et physiquement, il y a un mouvement, hein, tu sais, de faire ça à 2 mètres de distance, ça amène une froideur, ça amène une certaine distance. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus difficile à vivre actuellement, ce manque de présence physique, cette proximité physique. Par ailleurs, je crois, moi j'ai entendu des gens qui ont pris le temps quand même avec le confinement de s'arrêter puis d'appeler leurs proches. Hein? Tout le monde a pas mal un téléphone, donc de prendre le temps d'appeler les proches et là, de laisser tout autour puis d'être réellement en présence, en écoute, une écoute bienveillante. C'est vraiment, tu sais, quand on est en deuil, ça peut faire beaucoup de bien. De parler à une ligne d'écoute ou de parler à nos proches, de dire, on peut-tu donner un moment? On peut-tu se donner un moment ensemble où on peut même aller pique-niquer en ce moment à 2 mètres de distance. Ça, c'est bientôt des choses qui vont être possibles, là, plus ça va aller. Mais vous avez raison, M. Chartier, c'est cruel actuellement de vivre un deuil et d'être privé de ce mouvement, ces rapprochements avec les gens qu'on aime. On a quelqu'un qui nous demande dans le public, en fait, que pensez-vous des
de cette nouvelle ère de funérailles virtuelles. Alors, il y a maintenant plusieurs entreprises funéraires offrent la retransmission en direct ou en différé, mais souvent aussi en direct de certains rituels, peut-être beaucoup plus courts qu'auparavant à cause de la pandémie. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de proposer ça? Est-ce que pour les endeuillés d'abord ou pour les gens qui reçoivent ça chez eux et qui ne peuvent pas participer? Comment voyez-vous ça? C'est une bonne question. Est-ce que je pense qu'en temps actuel, ça peut être approprié. Hein, mais le but, c'est pas de faire ça pour escamoter puis le passer rapidement à autre chose. Mais je pense que d'avoir pris le temps de se rassembler virtuellement, ce que certaines entreprises funéraires ont fait, mais ça peut être très aidant pour certaines personnes. Par ailleurs, moi, je pense que ça ne remplace pas le fait de faire un rassemblement collectif un peu plus tard. Donc, c'est bien dans les premiers moments, mais vraiment de se rassembler et un peu comme je parlais tantôt dans les impacts, les bienfaits des rituels, d'honorer ensemble, tous ensemble, la mémoire de l'être cher, de parler, de partager autour de nos souvenirs, de rendre hommage. Je pense que c'est vraiment important de le faire, de le reprendre en personne, éventuellement. J'aimerais donner un exemple, Sophie, de quelque chose qui m'a beaucoup frappée il n'y a pas longtemps, mais c'était même quelques temps avant la pandémie. J'ai su apprécier ce genre de cérémonie virtuelle. Voilà la situation. Il y avait une dame à l'hôpital en train de perdre son mari et qui venait de perdre sa fille de façon brutale, un peu comme vous avez eu la générosité de nous parler de votre maman là, et de comment vous l'avez perdue. C'est tellement incroyable de perdre quelqu'un, il faut bien le dire comme ça, d'un coup sec. C'est inimaginable. Et cette dame ne pouvait pas aller aux funérailles de sa fille parce qu'elle était dans les dernières heures d'accompagnement de son conjoint, donc du père de cette fille-là. Alors, grâce au salon funéraire, ils ont pu organiser la caméra pour qu'elle puisse suivre dans la chambre de son conjoint, qui était plus ou moins conscient, mais elle qui aussi assistait aux funérailles de sa fille. C'est énorme comme souffrance, mais c'était bon qu'on puisse vraiment reproduire ça sur la tablette et être avec les gens qui assistaient aux funérailles. Absolument, vraiment. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous témoigne que quelqu'un près d'elle est décédé dernièrement, la semaine dernière, et qu'elle ne pouvait pas être auprès d'elle, mais elle a pu à tout le moins parler au téléphone et d'être présente dans une certaine façon, et que ça semble avoir apporté quand même un peu d'apaisement dans les circonstances, bien sûr. Et c'est clair, juste pour rajouter que finalement, il y a des choses, tantôt on parlait de Stéphane Laporte, il fait tant de bien à lire, on dirait qu'il est à côté de nous quand il écrit. C'était merveilleux d'ouvrir la conférence avec ces mots. Et moi, je regardais l'autre jour à la télé que finalement, un petit bonhomme, je pense qu'il avait à peu près 8-10 ans, et qui toute la journée avec sa mère qui avait dessiné différentes choses, des visages, des mains, des paysages. Et le petit bonhomme a coloré toute la journée les dessins de sa mère et ensemble, ils ont mis une centaine de cartes dans un panier. Et puis, dans le panier, ils sont allés le livrer, si vous voulez, aux portes du CHSLD. Le petit garçon était presque dans
il s'est agenouillé pour déposer le petit panier à la pensée que toutes ces cartes, les personnes âgées allaient pouvoir les lire ou se les faire lire avant de mourir. J'ai trouvé que c'était un geste d'amour et de présence extraordinaire quand on n'est pas capable de faire autrement. Vraiment. Je l'ai vu, Joanne, ce C'est petit beau, hein? bonhomme. C'est touchant. Puis, Ça, quand on parle de la qualité du lien, la présence peut se manifester sous différentes formes. c'est Oui. resté dans mon cœur. Et je me suis dit, la maman qui a dû dire, tiens, aujourd'hui, dimanche, mon petit bonhomme, tu vois ce qu'on va faire? On va penser à nos aînés. Toutes ces grands-mamans-là qui souffrent, ben, les petits-enfants peuvent apporter du bonheur. On a quelqu'un qui nous partage une situation où elle vit un deuil présentement, mais bien sûr, avec le confinement, elle aurait besoin de se sentir, d'être un peu seule quelquefois parce que, en fait, la présence des proches qui s'imposent parce que les enfants sont là aussi, peuvent pas, il n'y a pas d'école ou ils n'ont pas de travail et le conjoint. Et ce que la personne nous dit, ben, on n'est pas tous au même niveau dans le deuil. J'ai l'impression d'être la seule qui vit le deuil et je suis dans un même environnement avec des gens qui ne semblent pas l'être, ben, en tout cas au même niveau qu'elle l'est. Alors, elle voulait témoigner de ça et dire que c'est aussi difficile des fois d'être dans un lieu clos à cause du confinement, mais de ne pas être au même niveau que les gens qui nous entourent, en fait, dans ce cheminement et ce travail de deuil-là à faire. Tout à fait. Il y a certaines personnes, justement, hein, qu'avec d'être confiné en famille, ça apporte, puis j'en sais quelque chose, là. Moi, j'ai un petit bonhomme de 2 ans à la maison, puis d'être toujours ensemble, on n'a pas beaucoup de moments à soi. Et quand on vit un deuil, vous pouvez parfois vous sentir justement envahi ou étouffé, d'où l'importance des fois de vous accorder ce droit-là. Hein, quand je parlais tantôt d'oser nommer vos besoins, bien, ça se peut que vos besoins ne soient pas les mêmes que les autres, mais d'oser nommer que là, j'ai besoin de solitude, là, j'ai besoin d'aller prendre une marche, là, tu sais, d'être une demi-heure toute seule avec moi-même, avec mon deuil, parce que dans le quotidien, ça se peut que vous vous sentiez envahi, là, puis que vous ayez besoin de ces moments de solitude, mais c'est important de vous les accorder, vraiment. Et des fois, d'aborder en famille, de dire bien, comment chacun, c'est quoi les besoins de chacun? Peut-être que vous avez ce besoin-là, puis que les autres, peut-être qu'ils n'osent pas le nommer non plus. Donc, comment chacun peut s'affirmer, exprimer ses besoins, puis dire ils en sont où dans leur deuil à eux. Ça peut permettre des fois de mieux se comprendre, mieux communiquer. Puis il y en a qui vivent beaucoup le deuil dans l'action, hein, ont besoin de faire des choses. Fait au moins de mettre des mots sur votre vécu individuel, mais familial, peut aider à mieux se comprendre. Je ne sais pas, Joanne, si vous avez des choses à ajouter. Ah non, mais c'est très complet. C'est comme ça. On est dans un moment incroyable présentement. Et puis, moi, je salue le courage des personnes, des jeunes mamans, en effet, aussi avec les enfants, parce que il y a des gens qui travaillent, font le télétravail. Le petit bébé est sur la maman presque, et puis il faut faire des miracles pour veiller sur la famille, travailler avec tous les soucis présentement. Alors, ça demande une bonne dose de confiance, ça demande une bonne dose d'espérance, ça demande une bonne dose d'amour, ça demande des connexions, en effet, par le téléphone, par les courriels aussi, où on peut se dire des choses, l'écriture, la parole, le visage, encore une fois, sur écran, parce qu'au moins, il y a... moi, c'est ça qui me manque le plus présentement, les visages. C'est comme si je m'ennuie de la face du monde. Je m'ennuie de cette proximité, de voir les yeux tristes, les yeux qui pleurent ou les yeux qui rient, mais de voir un visage. Mais heureusement, encore une fois, personnellement, j'ai découvert que sur l'écran, on pouvait se rapprocher
même sans masque cette fois-là. Alors, il y a quelque chose, même presque présentement, de plus agréable sur l'écran pour voir un visage, puisque dehors, on voit plein de gens, mais on ne voit pas les visages encore. Alors, c'est ça que je trouve triste présentement. Puis en effet, tantôt, comme vous disiez, Sophie, de ne pas pouvoir se serrer dans les bras, souvent, ça vaut 1000 mots. Hein? Je me souviens d'une amie qui était venue me voir au salon funéraire quand ma mère est morte à Sherbrooke. Elle est descendue après son bureau de Montréal. Elle est arrivée presque juste avant la fermeture du salon. Et quand elle est arrivée, elle a dit « Oh, j'avais tellement peur que le salon soit déjà fermé. » J'ai dit « T'es partie de Montréal tout de suite après ton bureau pour venir me voir? » Oui, puis elle a dit « Pour venir te serrer dans mes bras. » Et elle est repartie aussi vite. Et là, je me suis dit, elle a fait l'autoroute aller-retour pour venir me serrer dans ses bras. J'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Et ça fait longtemps, ça. Ça reste. Alors, c'est ça aussi qui nous manque. Hein? Donc, on est obligé de se fermer un peu les yeux et de vivre dans ces souvenirs où on a eu des proximités heureuses, chaleureuses, humaines, et se les représenter. Hein, c'est là que je me dis de plus en plus, il faut être poreux parce qu'il faut accumuler tout ce qu'il y a de beau et de bon autour de nous pour que quand les jours sont plus déserts, on ferme les yeux et on voit tous ceux qu'on aime nous apparaître. D'autres questions ou commentaires, Alain? Peut-être une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres qui entrent, mais c'est plus, en fait, appelons ça une question-commentaire, c'est que finalement, avec tous ces reports de rituels, on voit, comme tout le monde, où on lit les journaux, la presse plus, ou dans les colonnes nécrologiques, où on dit en raison de la pandémie, bon, tout se fera à un certain moment donné, mais on comprend très bien que ça ne pourra pas tout se faire en même temps et qu'il y aura nécessairement des délais qui seront peut-être plus longs que prévu ou que souhaité. Donc, est-ce qu'on ne risque pas de perdre des joueurs de par le temps ou de perdre aussi de la pertinence? Est-ce qu'en fait, le deuil ou le rituel qui aide à faire notre travail de deuil, qui se fait après un certain temps, aura la même pertinence, la même importance, le même, je dirais, le même côté aidant pour les familles qui auront à le vivre? Oui. Moi, oui, ben, moi, je vous dirais, c'est une ébauche de réponse, là. Vous direz, Joanne, vous compléterez, mais je crois que oui. Hein? Peu importe quand les rituels. C'est pour ça que le deuil est débuté, hein, au décès de la personne. Vous ne mettez pas le deuil sur pause parce que le rituel n'a pas eu lieu. Le deuil, il s'amorce avec justement la mort de cette personne. Mais moi, je pense que le fait de reporter les rituels, hein, si vous prenez soin de votre blessure, si vous réinventez certains gestes symboliques à la maison, si vous vous donnez un espace de recueillement, un moment, un rendez-vous avec vous-même pour votre deuil, ben, il va avoir tout un autre sens, le rituel, parce que je trouve qu'au début du deuil, souvent, c'est là où vous êtes beaucoup dans le choc. Hein? C'est encore difficile de réaliser le décès. Donc, les gens viennent au salon funéraire. Moi, je vous ai parlé tout à l'heure là, du décès de ma mère. J'ai vécu d'autres décès par la suite aussi, mais dans les premiers moments, moi, j'ai beaucoup de choses que je me rappelle même plus. Hein? On se rappelle de l'essentiel, comme Joanne vous partagez, cette collègue qui est partie de Montréal, qui est venue vous serrer dans vos bras, ça vous a marqué. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne se rappelle pas parce que souvent, on est sous le choc. Hein? Fait que les rituels arrivent plus tard, ben, peut-être que vous allez être rendu ailleurs dans votre deuil, ça va être une occasion de faire le point et vous allez encore plus en profiter de ce rituel-là, plus en profondeur aussi pour ressouder. J'espère que les gens seront au rendez-vous. Et c'est là que ça va être à vous de nommer vos besoins, hein? En faisant une invitation et en disant à quel point c'est important pour vous de marquer ce moment-là. Puis peut-être que certaines personnes vont décider de choisir la date du rituel avec des dates significatives. On le sait dans l'année qu'il y a des dates significatives. Fait qu'il n'y a rien qui empêche que vous pouvez décider
du report du rituel avec un moment significatif pour vous, en nommant vos besoins, en invitant les proches autour de vous et en disant à quel point c'est important de pleurer ensemble ou d'être ensemble pour se rappeler, pour honorer la mémoire du défunt et d'être soutenu dans votre deuil. En tout cas, c'est ce que je crois à ce jour. Joanne, avez-vous d'autres... Oui, bien, c'est super comme réponse et je la compléterai de la façon suivante. Grâce à Luce Desaulniers, anthropologue, avec qui j'ai fait une capsule qui va bientôt être disponible sur le site, elle nous offre 1 heure sur les rituels. Je vous invite à écouter ça, ça fait grand bien. Oui. Dans une conversation que j'avais eue avec elle au préalable de notre entrevue, elle m'avait expliqué d'ailleurs que si quelques proches prenaient un objet présent qui appartenait à l'endeuillé, au défunt, donc soit sa montre, une bague, sa cravate, quelque chose de signifiant, de significatif pour la famille proche et que cet objet-là, on le garde pas loin de nous, on l'investit symboliquement et on l'apporte le jour des retrouvailles reportées. On se présente avec l'objet qui nous a tenus entre-temps, tout le monde ensemble, et qu'on présente ces objets, nécessairement juste un petit groupe significatif dans la famille, mais c'est déjà un partage qui, ce que nous explique Luce, qui nous ramène au sentiment que nous avions à ce moment-là. Donc, on ne se sera pas éloigné de nos émotions, même s'il y a eu un repas, parce que l'objet transitionnel, l'objet de cette transition, va nous ramener ensemble dans la même émotion. Alors, j'avais trouvé ça génial. Vraiment, oui. C'était juste pour compléter parce que tout ce que vous avez aussi dit, c'est ça. C'est exactement comme ça et je crois que ce sont vraiment des moyens pour tenir, des moyens aussi pour dire on se retrouvera, on va se retrouver. Hein? Et en effet, des fois, quand tout se fait vite, on oublie. Et puis là, bien, on aura l'occasion probablement de dire « Ah, ça fait assez longtemps que j'attends ce moment. Je l'ai tant attendu. Vous m'avez assez manqué, tout le monde. Maintenant qu'on peut se voir, quel bonheur. » Il va y avoir beaucoup d'émotions, des retrouvailles fortes. Et je pense que ça va valoir beaucoup le coup. Je crois que nous sommes presque à la fin de notre belle rencontre parce que on s'aperçoit qu'après 1 heure, bien, les gens aussi ont leur journée, ils travaillent beaucoup par télétravail. Alors, on ne veut pas abuser de la bonne écoute des personnes et en même temps, on espère tellement que ça ait eu du sens pour vous. Peut-être qu'à moins qu'Alain aimerait dire quelque chose, je sais que tantôt, il me disait qu'il m'offrait le mot de la fin, mais je voudrais encore remercier Sophie Chartrand, cette invitée si jeune et pourtant déjà remplie d'expérience et qui nous a aidés à traverser des moments difficiles dans ce confinement et qui nous a reliés les uns les autres et puis ralliés dans notre chagrin et dans notre espérance. Merci beaucoup, beaucoup, Sophie. Merci à vous tous et toutes, auditoires fidèles, que j'ai hâte de retrouver en personne aussi. Mais je ne vous oublie pas. Les gens sont là, en nous. On les porte, ils nous portent, comme vous portez les défunts et que les défunts vous portent. Alors moi, je pense que tous ensemble, il y a une force collective qui va naître de tout ce que nous vivons présentement. Je crois que l'ennui que nous vivons présentement, le manque qui est tellement grand, va nous combler
dès qu'on va avoir des possibilités nouvelles. Ça va être un réel cadeau et la gratitude va être multipliée parce que tous les endeuillés le disent. Hein? Le manque nous fait réaliser à quel point on aimait et à quel point on aime encore. Et donc, nous sommes aussi dans le manque de plusieurs choses présentement, et surtout les endeuillés dans le manque de leurs proches dans un moment aussi difficile. Alors, essayons d'être ensemble pour jouer un tour au virus. On est capable aussi de nous aimer dans l'invisible. Si lui est capable de nous attraper dans l'invisible, eh bien, on va toujours essayer d'être aussi rusé et de s'aimer par la pensée et d'être ensemble par la pensée. Je vous souhaite un beau reste de soirée, tout le monde. Et quelqu'un me disait que les concerts du dimanche après-midi sur le site du repos Saint-François d'Assise, ça fait tant de bien. Alors, je les remercie aussi de mettre tant de choses à la disposition des personnes par la musique, par les capsules, par nos invités aux soirées rencontres. Et on va multiplier en bonifiant tout ce qu'on peut faire au fil du temps, en ayant un site qui va s'agrandir pour les endeuillés. Nous sommes en train de bâtir, de construire et soyez assurés qu'au loin, vous êtes accompagnés. Vraiment, il y a des gens qui pensent à vous tous et à vous toutes. Je vous le dis. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et on se retrouve le 14 septembre avec un ou une invitée. Je vais réserver la surprise, mais en attendant, allez sur le site, il va se passer des choses. Alors, virtuellement, je vous prends tout le monde dans mes bras et j'ai des grands bras. Bonne soirée.